un truc de... On peut admettre que les jeux vidéo violents sont cool, quoi. Genre, les jeux vidéo violents, c'est un exercice de goûter, en même temps mettre à distance la violence, expérimenter des pulsions un petit peu de violence qu'on peut avoir à travers un médium où ça n'a pas de conséquences négatives sur soi ou les autres, et où en même temps on est en sécurité d'expérimenter ça avec soi-même, et que le pire du pire de ce qu'on peut ressentir, c'est l'envie d'insulter un gosse qui joue à Marvel Rivals, quoi. Moi, j'ai envie de rapprocher un peu les jeux vidéo des sports. Notamment si on peut se permettre de dire qu'un jeu vidéo violent est cool parce que du coup tu la mets à distance et ça te permet de l'expérimenter de façon safe. J'ai envie de retourner un peu l'argument des gens qui disent ouais mais les jeux vidéo rendent violents. Bah dans ce cas, quid de l'escrime, quid de la boxe, quid des arts martiaux, le tir à l'arc. Alors que typiquement l'escrime, c'est vraiment une capacité de gestion de ton espace et de l'espace de l'adversaire. Oui, et en même temps de cette peur, de cette adversité et tout. Pour l'escrime, Voilà, et, j'ai ma take pour l'escrime. Déjà, l'escrime, c'est en tant que sport, c'est très intéressant parce que c'est très intellectuel. C'est éprouvant physiquement et intellectuellement au passage parce que tu dois anticiper et c'est un peu des échecs mentaux où tu dois te placer sur le terrain, anticiper le placement de l'autre, anticiper ses réactions, le feinter. Enfin, c'est une grosse gymnastique mentale. D'autant plus que c'est physiquement assez éprouvant de tenir une lame en garde pendant un certain temps. Mais par contre, ce que l'escrime rend violent, l'institution qui t'apprend l'escrime, les institutions compétitives autour de l'escrime te rendent violent de fou. Parce que tu parles à n'importe quel joueur pro, il va te dire pour gagner, il faut blesser l'adversaire. Parce que un match, une faute qui incapacite pour son adversaire, c'est une victoire. Parce qu'il pourra pas faire les autres sets. Ouais, mais c'est comme les cette mentalité est extrêmement forte en escrime. Et moi, j'ai fait l'escrime et c'est vraiment un sport qui m'a dégoûté. Parce qu'il y avait, justement, dans mon club d'escrime, il y avait une meuf qui faisait partie de l'équipe de France. Elle cherche à te taper là où ça fait le plus mal. Tu lui dis stop, elle va te foncer dessus pour te défoncer le maximum. En fait, c'est ce qu'on apprend aux gens qui veulent faire du compétitif. Alors après, oui, et en même temps, quand tu fais de la compétition dans un sport de combat, est-ce que... alors je comprends qu'on ait envie d'avoir, pour certains, une pratique safe de l'escrime, et en fait, je pense que toutes les pratiques se valent et sont légitimes à ce niveau-là, même dans les sports de combat. Mais il y a aussi un truc que, oui, effectivement, quand tu vas dans la compétition dans un sport de combat, c'est du combat, quoi. Et c'est un truc, c'est comme, quand tu vas faire du MMA ou quoi, le but de ce sport, ça a beau être un art noble et même un mélange d'art très noble pour ce qui est des sports de combat, le but, c'est quand même activement défoncer la gueule de l'autre en face, quoi. Oui, mais il y a des règles, genre, au MMA... À la guerre aussi, il y a des règles. Ouais, non, mais comparons pas la guerre et les sports de combat, s'il te plaît, quand même. Des armes pourquoi pas, c'est le produit de nos sociétés. On peut comparer la guerre au sport de combat, mais la guerre, c'est mal. Alors, les sports de combat, c'est pas censé être mal. Alors, quand tu dis qu'il y a des règles comme à la guerre, je te dis, c'est pas les mêmes règles. Je rappelle qu'à une certaine époque, la guerre, c'était considéré comme un sport. C'est plus compliqué que ça, quand même. Les arts martiaux sont des arts issus de la guerre. Voilà, ça par contre, c'est un truc qu'on peut dire. Il y a des règles du genre, quand quelqu'un tape au sol, c'est pour s'arrêter. Ce que je parle, c'est qu'à l'escrime, quand tu es dans ce niveau professionnel, on t'apprend à ignorer ce genre de signes. De toute façon, je pense que la question, elle est mal posée dans le sens où on devrait pas se demander pourquoi est-ce que les jeux vidéo rendent violents. On devrait se demander est-ce que la société rend violent, parce que c'est elle qui incite à la compétition de manière générale dans tous les domaines que ce soit en sport, dans les jeux vidéo, dans le travail, dans les études. Donc voilà, c'est ça qui nous rend violents.
Après, principalement. il y a quand même un glissement. C'est en posant mal la question de base que tu vas avoir la réponse que tu veux. Bah oui, bien évidemment, c'est de la politique. Quoi. Il y a quand même un glissement dans ce que vous dites, selon moi, qu'il faut rappeler quand même, la compétition, c'est pas la violence, il n'y a pas de signe égal entre les deux, quoi. Après, qu'il y ait une continuité... C'est un jeu à somme nulle. Oui. Pile je gagne, face tu perds. Ah non, c'est pas ça, mais Non, presque. c'est pas ça. Non, mais c'est pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant dans un jeu à somme nulle. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, le but de la compétition, c'est pas de faire un gagnant, c'est de faire des perdants. Alors, oui, mais tu comprends que les perdants trouvent aussi un enrichissement dans l'acte compétitif. Dans l'entraînement, je dis oui. Dans l'acte compétitif, j'ai du mal. Mais l'acte compétitif est bien ce qui va te permettre de pousser ton entraînement, tu vois. Non. Absolument pas. En tout cas, c'est un bon prétexte pour pousser ton entraînement. Non. Pour moi, justement, c'est tout l'illusion qu'on a autour de la compétition. C'est que une compétition, ce n'est jamais qu'un instant T, avec énormément de conditions autres que ton entraînement, justement, ton état de fatigue, enfin, il y a plein de facteurs externes qui rentrent en jeu. C'est pas pour rien qu'au foot, il y a l'histoire de jouer à domicile, jouer en extérieur, etc. En fait, justement, pour moi, c'est justement ce que je déteste dans la compétition, c'est qu'en fait, ça idolâtre le hasard. Ça déshazartifie le hasard. Ça fait croire que le hasard n'est pas du hasard, alors qu'il n'y a rien de plus hasardeux que la compétition. Beaucoup plus que l'entraînement. Pareil. Si tu prends... alors, on peut passer par les concours, mais ne serait-ce qu'un examen, c'est la même chose. Oui, en fait, si tu prends ta connaissance pour passer ton examen, tu oublies ta connaissance après. Je pense qu'il y a aussi, je comprends votre position, mais en fait, l'acte compétitif, le fait que, par exemple, moi, je vais défendre l'acte compétitif en soi, ne veut pas dire que je suis pas d'accord avec vous sur le fait que sa prévalence, au point où elle est prévalente dans notre société, c'est morbide. Tu vois, d'accord, genre, rendre tout compétition, c'est débile, c'est antisocial, c'est contre-productif. Moi, je dirais même que c'est macabre, hein, la compétition. Morbide, macabre. Dans son niveau industriel, la compétition est macabre. Elle fait des morts. Oui, de fou. Et ça, c'est un truc que j'expliquais à quelqu'un qui voulait pas, qui se disait, oh, mais anticapitaliste, ça sert à rien. Et du coup, je lui expliquais, en fait, le capitalisme, c'est très bien que t'y crois, tant mieux pour toi. Mais en attendant, de toi, si t'es là à me parler et que je vois un peu le cadre dans lequel tu vis, t'es pas un gagnant du truc. Et le but du capitalisme, c'est qu'il y a un gagnant pour des millions de perdants, quoi. Donc, à un moment, même si c'est toi le gagnant, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. Ah bah non. Voilà. Ça vaut pas le coup parce qu'on est des êtres sociaux et que du coup, si t'es le seul gagnant, en fait, t'es perdant aussi. Maintenant, dans une compétition, qu'elle soit avec quelques milliards sur ton compte en banque, je suis pas sûr que tu... Alors, je t'assure que je préfère être pauvre qu'être Elon Musk et d'avoir besoin de faire croire que je suis bon en jeux vidéo, de faire croire que je suis bon en ceci, en cela, parce que j'ai tellement pas de vie sociale et une vie sociale tellement merdique que je suis obligé de quémander Epstein pour rentrer dans ces petits papiers. Et t'es aliéné par ta richesse des fois, bien sûr. Voilà, enfin vraiment, moi j'en vis pas du tout la vie des riches. Mais c'est-à-dire que même la victoire du jeu capitaliste, une fois que t'as gagné le jeu, bah il est toujours nul. Mais c'est pour ça, ne jouez pas au Monopoly, que vous gagnez ou que vous perdez, c'est chiant en fait, une partie de Monopoly, ça dure des plombes. Et en plus, personne s'amuse. Et les gens qui s'amusent sont des mauvaises personnes. Voilà. Si jamais vous avez les gens qui s'amusent, ce sont généralement les personnes qui gagnent. Quoi ? C'est trop bien, Monopoly. Voilà, Wizdek est la mauvaise personne de ce chat. Le Monopoly est bien dans sa version originale. Oui. Mais même, en fait, même sa version Monopoly, ça avait originale, l'air elle un est peu pas chiant. faite pour être fun. C'était chiant, mais c'était ça qui était bien. Non, mais voilà, ça a percé à l'époque où les gens, ils avaient pas TikTok et Fortnite, sinon ils auraient vu qu'il y avait des trucs plus intéressants à faire de leur temps, quoi. C'est globalement que de la RNG, en toute façon. Bah oui, c'est de la RNG. Il n'y a aucune stratégie. C'est de la RNG. Il y a une stratégie d'optimisation, mais il n'y a pas de stratégie
Enfin, il y a tellement de hasard que tu peux pas avoir une stratégie sûre de gagner, quoi. Il y a une bonne série d'animations sur le ping-pong anti-compétitive. Ça s'appelle Intelligemment Ping-Pong, ouais, efficace. C'est tiré d'un manga de 1996, un savoureux mélange du travail de Masaaki Yuasa et de Taiyo Matsumoto. Et la musique est composée par Kensuke Ushio, je ne connais aucun de ces noms. Ah attends, Taiyo Matsumoto, c'est la personne qui a fait Amer Béton. Ah oui, ok, d'accord. Attends, Amer Béton. Non, je confonds avec Quartier Lointain, c'est pas la même chose, c'est Taniguchi ça. Ok. Oui. Pour revenir sur un truc sur la compétition, il y a en fait la compétition par elle-même, c'est comment gagner, et alors que dans l'entraînement, c'est comment atteindre le plus haut de performance ou le meilleur de soi, tu vois. Oui. Alors que la compétition, c'est pas ça. La compétition, c'est comment être au-dessus des autres. Oui, et puis c'est pas comment gagner, c'est comment être au-dessus des autres. C'est comment faire prévaloir ta pratique face à celle des autres. En fait, moi je trouve que c'est un acte qui est ultra stimulant, et en fait c'est marrant parce que j'ai presque pas envie de le défendre autrement que par et pour lui-même, la compétition. Alors je vais pas en démordre, hein, je vais pas en démordre que la compétition c'est cool les gens en fait. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que par exemple tu peux avoir envie d'être le plus performant et d'avoir la meilleure compréhension des mécaniques de jeu, de la meilleure maîtrise aussi de ces mécaniques et l'exécution de ces mécaniques, etc., sans pour autant vouloir absolument gagner. La compétition, il y a vraiment cette notion de vouloir gagner, et moi c'est ça qui me dérange en fait. C'est pas le dépassement, la compréhension accrue et parfaite du truc. C'est vraiment l'idée de si tu vois, par exemple, je joue un jeu de société, moi ce qui m'intéresse, c'est de tester à quel point j'ai compris les mécaniques et à quel point j'arrive à les maîtriser. Mais pas, c'est pas le fait de gagner qui va me répondre à ça. Parce que j'ai conscience de la part d'aléatoire intrinsèque à toute compétition, quelle que soit. Que ce soit sportive, jeu ou quoi que ce soit. Certes, mais t'oublies deux données très importantes. D'une, c'est un comportement que je qualifierais d'instinctif. C'est-à-dire qu'on a une tendance naturelle aux actes compétitifs, aux jeux compétitifs. Et alors, je ne crois pas en la nature humaine, donc je suis pas d'accord, mais vas-y. Et de deux, encore plus important comme argument, c'est fun. C'est pour ça qu'on le fait en fait. Je vois pas en quoi c'est fun de gagner. Ce qui est fun, c'est de savoir que t'as fait le mieux que tu pouvais. Oui, bien sûr, mais justement, la compétition, dans le fait qu'elle fait se mesurer ta pratique à de l'adversité, elle te donne un thrill, un excitement. Une excitation qui est pas vraiment trouvable ailleurs, en fait. Juste mais pour le premier point que tu as dit de c'est naturel. On est comme ça, ou c'est dans la nature humaine de vouloir cette compétition. Non, c'est construit, ça. C'est... En fait, parce qu'on nous met en compétition dès le plus jeune âge qu'on intègre la compétition. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une take, là vous ensemble, de c'est la société et les structures de société qui créent les actes et la tendance à la domination. Oui. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. C'est vrai, je pense qu'il est là notre désaccord. Parce que moi je suis convaincu que les pulsions de domination, c'est quelque chose qui est en nous, de la même manière que plein d'autres pulsions. Après, alors, je capte que là, je vais dans des thèses qui sont limite voisines à la psychanalyse, tu vois, dont je suis pas fan pour plein de raisons d'ailleurs. Mais tout est en nous. La question c'est pas qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui est pas en nous. La question c'est qu'est-ce que la société favorise ou pas dans ce qui est en nous en fait. Oui. Tout l'altruisme est autant en nous que l'égoïsme, la volonté de gagner est autant en nous que la volonté de faire plaisir à quelqu'un et de le laisser gagner. Enfin, toi, je prends des exemples extrêmes pour que t'aies l'idée. On s'en fout en fait. Enfin, c'est pour ça que la question de la nature humaine, je la trouve inutile. C'est que la question c'est pas qu'est-ce qui est en nous, la question c'est qu'est-ce que notre société favorise. Bien sûr, quand on veut agir aussi dans un champ
dans un champ politique et produire des effets politiques. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais les gens qui organisent des tournois de Smash Bros pour savoir qui c'est le plus fort du quartier à Smash Bros, ou les gens qui vont s'entraîner comme des malades à la boxe pendant des années pour aller faire de la compétition. En fait, je sais que tout est politique, mais ces gens ne cherchent pas à produire des effets politiques, ou alors pas par l'action même de cette pratique, mais j'ai envie de te répondre encore la même réponse, parce que la société ne les habitue pas à vouloir produire des avis du politique avec leurs actions. Mais ça, encore une fois, c'est une construction sociale. Aussi parce que j'ai envie d'ajouter que le problème quand on parle de compétition, de ce que la société apporte à la compétition, c'est que la compétition, c'est pas juste se mettre côte à côte et définir qui a les meilleures performances. Non, la compétition, dans la société, c'est prouver que t'es le meilleur. C'est conquérir les autres. C'est asseoir ta dominance. Alors, il y a une question de domination. Une question de domination, maintenant, prouver qui est le meilleur, je trouve ça un peu à côté de la plaque. C'est pas tant une question de preuve, c'est un peu, c'est un peu là, mais c'est contingent au truc et pas essentiel, quoi. Enfin, tu me diras, mais tu trouves ça bas, en gros. Bah, qu'est-ce que je trouve bas? Non, moi je trouve ça beau. Non, bas, le fait qu'on pense que les gens sont là pour prouver que ce sont les meilleurs. En fait, non, c'est pas que je trouve ça bas, c'est que je trouve que vous avez une vision un petit peu... vous avez un prisme de vision qui est central sur la question politique et matérialiste, au sens marxiste, matérialiste et tout, et c'est très bien, mais comme je vous disais, il y a plein d'actes dans nos vies qui... qui ont aussi des raisons qui dépendent de structures et d'effets politiques, mais qui sont là, non pas pour les raisons politiques qui les font exister ou pour les effets politiques qu'ils pourraient produire, mais ils sont là parce qu'il y a une question du plaisir, en fait. Simplement. Mais le plaisir, c'est une construction aussi. Non, 2 secondes. Le plaisir, ce serait pas plutôt le plaisir d'avoir de la concurrence? En mode, tiens, lui, il m'a dépassé. Enfin, hop, je vais le dépasser à Mudo. Et oui, c'est un plaisir, oui. Oui, mais même, j'ai envie de te dire... La compétition, parce que la compétition, c'est à se voir un vainqueur, quelqu'un qui... pas un partenaire sur lequel pas des partenaires, des gens avec qui tu travailles et que tu te pousses mutuellement pour faire mieux. Là, c'est la compétition, c'est mettre un point à ça et dire, ok, c'est meilleur, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est la différence entre un sparring partner et un adversaire en compétition. Oui, et en même temps, après, moi, de ma pratique des sports de combat, tu vois, je sais que même dans le sparring, il y a une volonté de dominer, il peut y avoir des sentiments, mais qui sont sombres, hein, même genre dans la pratique. Moi, ce qui me fascinait quand je faisais de la boxe, c'était ce truc de... on est 2 êtres humains qui ont une passion en commun, et comme j'étais dans un club de boxe rempli de gauchos, j'ai probablement plein de passions en commun avec les gens qui étaient dans le club avec moi, et on discutait en dehors des cours de boxe, et on était dans une collégialité très agréable. On va sur le ring ensemble, c'est un sparring, hein, c'est de l'entraînement. La cloche sonne, et tu ressens un truc qui s'éveille en toi. Tu ressens des pulsions que la société, pour des raisons tout à fait valables, ne t'a pas appris à considérer, même t'a appris à déconsidérer, puisque ces pulsions peuvent être quand même assez nuisibles. La pulsion de domination, de vouloir écraser l'autre, etc. Mais lorsque la cloche sonne, ça s'active. Bah, justement, pour moi, la domination est demandée par la société. On est dans une société dominante. Oui, mais c'est compliqué. Là, tu parles d'un truc uniquement physique, entre guillemets. Ouais, mais je parle d'un rapport physique à la violence, ouais, globalement. Et ce qui est fascinant, c'est que quand la cloche sonne, ce rapport s'active, et pendant les 3 minutes qui suivent, la personne qui est en face de toi
tu construis très rapidement et très instinctivement un rapport très étrange et flippant avec elle, parce que ton cerveau passe en mode comment j'écrase cet être méprisable qui est en face de moi. La cloche ressonne à la fin du combat, et vous êtes à nouveau deux potes qui se respectent. Oui, mais ça c'est du conditionnement pavlovien. Hein. Alors, oui, mais genre, au-delà d'expliquer ce que c'est, vous voyez un peu ce que ça évoque, en fait, ce que ça oui, mais invoque. c'est pas inhérent, en fait, il y a une différence entre l'adrénaline et les autres hormones que tu vas ressentir au moment de l'épreuve physique, etc. Et la traduction que t'en fais mentalement en termes de faut que j'écrase l'autre. Oui. C'est pas la même chose. Tu peux ressentir l'un sans avoir la traduction mentale d'écrasement mais justement, si ces pulsions elles sont utilisées dans cette situation sportive, ce n'est pas nécessairement les situations sportives qui les créent. Et pour preuve, on peut les ressentir dans d'autres situations. Alors, je vous souhaite de n'avoir jamais connu la bagarre hors contexte sportif, la bagarre dans la rue, etc. Ça n'est pas drôle. Mais ça invoque des trucs similaires. Et si on a une pratique des sports de combat, c'est aussi parfois pour faire la paix avec l'existence de ces possibilités de pulsions en nous. Tu vois. Non, alors, juste, pour moi, ce que tu dis, c'est il faut se créer une image liée à ce que tu ressens pour ensuite l'oublier. Alors que t'as juste à pas te créer l'image. Non, justement, pas l'oublier. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu te crées ou pas l'image, que tu te représentes ou pas le truc, j'ai la conviction que c'est déjà des trucs qui sont en nous. Et il y a des gens qui font pas de sport de combat, qui ont pas réfléchi sur cette image, ce rapport particulier que je décris à la violence physique, et qui sont tout à fait capables de ressentir ces sentiments et de faire des choses absolument horribles avec leur corps à d'autres corps. Mais alors, justement, comment dire, tu parles de sentiment. Le sentiment, pour moi, en tout cas, selon la définition que j'en ai, c'est une construction sociale d'une compréhension et d'une justification a posteriori d'un instinct physique, si tu veux. On en avait déjà parlé, mais limite, j'en reviens à ce truc de la conscience, ce n'est qu'une justification a posteriori des actions instinctives. La question que tu soulèves, c'est quelle justification tu crées vis-à-vis de ces réactions instinctives. Alors oui, et en même temps, du coup, tu admets avec moi que ces instincts existent. Mais ces instincts, comment dire, ces instincts, ils sont, ils ont pas une existence, comment dire, ils ont une existence, si tu veux, potentielle intrinsèque. Mais leur réalisation dépend de la société, de l'environnement. On est d'accord. Alors, oui, et en même temps, comment dire, pour réaliser un instinct de violence, il n'y a pas besoin de réunir énormément de conditions spécifiques non plus. Hein. Je veux dire, tu peux mettre deux humains qui se connaissent pas, qui parlent des langues différentes ou la même langue, je m'en fous, c'est même pas un critère, sur une île où il y a pas grand chose, il peut y avoir la réalisation d'instinct de violence. Hein. Oui, mais en fait, regarde, je donnais déjà moi ce qui me dérange, c'est que tu parles d'instinct de violence, mais en fait déjà tu mets le postulat là où il est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir un instinct de le fight or flight donc de combat qui n'est pas forcément un instinct de violence. Par exemple, tu peux entrer dans une position où tu
essaye de minimiser au maximum la violence qui t'est infligée, ou rentrer à l'extrême opposé, dans une position où tu essayes d'infliger le maximum de violence. Et tout ça... Et finalement, c'est les deux faces de la même pièce, pour ces deux trucs, hein, finalement. C'est deux faces de la même pièce ? Non, c'est un spectre et c'est deux extrémités d'un spectre. C'est pas du tout deux faces d'une même pièce. C'est deux extrémités d'un spectre, c'est pas du tout la même chose. Si, parce que pour le coup, le fight or flight, c'est ça. Le fight or flight, c'est la pièce, c'est comment dire, la réaction instinctive face au danger. D'ailleurs, Mozimo le disait dans le chat. Non, mais... Condition, le danger. Pardon, je te parlais pas par rapport au fight or flight. Je te parlais quand t'as choisi le fight, ok ? Tu as deux extrêmes qui s'offrent à toi. Tu as l'extrême, je réduis au maximum les dégâts qui me sont infligés, ok ? Et tu as l'autre extrême qui est, j'inflige un maximum de dégâts. Oui. Et ça, c'est c'est quelque chose qui va dépendre, l'endroit sur le curseur où tu te mets sur ce spectre, ça va dépendre de ton environnement. Que ça soit ton éducation, ton entraînement, ou la situation en elle-même, mais ça dépend de l'environnement. C'est pas quelque chose qui est inné. Il n'y a pas des êtres humains qui naissent en étant sur le côté je vais infliger un maximum de dégâts, et des êtres humains qui naissent en étant sur le plus du côté du spectre, je vais minimiser le nombre de dégâts que je me prends. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Ok, alors je pense que c'est limité. Même genre, je vais aller plus dans ton sens parce que je suis pas d'accord avec ton sens, tu vois. Mais un truc de pour moi, je pense que c'est sur la même face de la même pièce. Merci Mozimo. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, doser. Attends, c'est pas doser, c'est dans ma tête. Tu disais le dernier truc que t'as dit. Oui, l'instinct, l'environnement. Le comportement n'existe pas sans environnement. Et l'environnement, c'est aussi ton corps. Dans l'explication que tu fais, ton corps fait partie aussi de l'environnement parce qu'il te donne ta place dans cet environnement. Et selon le corps que tu as, à quel point tu es valide, à quel point, mettons dans une situation de combat, à quel point tu es musclé, imposant, à quel point tu as une relation aussi de confiance ou de méfiance face à ton corps, à quel point tu as un corps dominant dans l'espace, dans l'environnement politique et social auquel t'appartiens, ces réactions seront conditionnées. Alors, il y a une partie, je suis d'accord, il y a des points que tu as évoqués, je suis d'accord, il y en a d'autres, je suis pas d'accord. Tout ce qui est de l'ordre du corps, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tu peux... pour moi, mais on en a déjà parlé aussi, je vais vous interrompre, je vais vous laisser, je fatigue. Ça roule, bonne nuit Wizdak. Bonne nuit. Bonne nuit Wizdak. J'ai réintroduit au sonifère et ça a l'air de faire effet. Tant mieux. Tant mieux. Repose-toi bien, Wizdak. Repose-toi bien. Des bisous. Oui. Pour moi, je te l'ai déjà dit, une personne avec une différence corporelle entre deux personnes, c'est pas ce qui fait que l'une va éclater l'autre, en fait. Genre vraiment... pour moi, dans un, tu vois, tu parles de combat, genre pour ta peau, voilà, par exemple. Celui qui éclate l'autre, c'est celui qui a plus en tête l'idée d'éclater l'autre, tu vois. Enfin, pour moi, c'est tu peux pas nier qu'il y a un corps qui aura un avantage sur l'autre. Oui, et que justement, le fait d'avoir conscience ou non de cet avantage va aussi te donner une propension plus ou moins élevée à entrer dans un combat. Et même, en fait, t'as la place de ton corps dans l'environnement, là où elle est importante, c'est que, Mozimo le disait dans le chat, le danger, le fight or flight, et d'ailleurs, je pense, la violence, le rapport qu'on a à la violence, c'est un rapport aussi qu'on a au danger. Et même dans le cadre des violences morales, par exemple, mettons... Ça, c'est de l'acquis. Alors, pardon, je suis pas en désaccord avec vous, mais moi mon désaccord il est sur le fait que ça, ce n'est pas de l'inné. Mon avis, c'est que l'inné et l'acquis, c'est un spectre. Mais bref, c'est les deux faces de la même pièce. Non, c'est un spectre. C'est pas pareil, pardon.
Parce que en fait, ce truc de même mettons un gars dans un couple hétéro qui parle mal à sa meuf à un moment, parce que il y a un moment, il s'est senti en insécurité. Tu vois? Il s'est senti en insécurité et il dit ah vas-y, faut que j'envoie une punchline, faut que je la pique un peu dans son ego parce que sinon moi je me sens mal, tu vois. Genre il faut que je reprenne du contrôle, que je reprenne par une forme de violence. Là, c'est pas des trucs qui sont formulés exactement dans la tête, mais c'est des trucs qui se passent dans la tête, tu vois. Mais d'ailleurs ça les meufs notamment hétéros le savent très bien, mais pas que, c'est que le pire truc que tu peux faire quand t'es face à un mec, c'est se mettre en danger son ego. Parce que là, il devient dangereux, tu vois. Et en fait, voilà, il y a ce truc aussi. Mais donc, du coup, si c'est différent entre les mecs et les meufs, c'est bien que c'est quelque chose qui est lié à la sociabilisation. Alors oui, mais les meufs sont tout aussi capables de ça. Si tu mets une meuf en danger moral ou physique, etc., bah elle peut être capable de violence physique ou verbale, etc., ou morale, parce que elle voudra se prémunir du danger, elle voudra se rassurer, se remettre en position de domination pour pas rester en position de dominer. Et ce qui va faire que les personnes le font pas, c'est la sociabilisation. Et oui. Exactement. Mais c'est la socialisation qui dépend aussi du contexte. Mais une meuf dans un contexte où elle est moins, elle subit moins de domination à la fois, et elle peut tout à fait libérer cet instinct de violence tout autant. Oui, moi, ça me rappelle les premiers épisodes de Miss Hulk. J'ai pas vu cette série. À un moment, t'as Hulk qui veut lui apprendre à se maîtriser, et t'as Miss Hulk qui fait je suis une femme, grand. Je me maîtrise tout le temps en permanence. Oui, à gérer sa colère. Oui, en fait. Parce qu'elle pouvait être tout en gardant sa lucidité. Voilà. Oui. Là où Banner est toujours en colère. Et où il met des années à réussir. C'est marrant. La vanne est bonne, la vanne est valide. Ah, mais Miss Hulk, elle a tapé sur plein de choses. En vrai. Il y a beaucoup de monde qui l'a critiqué cette série, mais moi j'ai trouvé son propos assez juste. La différence corporelle joue sur la dimension de danger dans l'espace public. Voilà, c'est ça en fait, c'est que ton corps il est en rapport avec ton environnement. Et qu'en fait, même ce truc de le corps, l'environnement, l'inné, l'acquis, en fait, vas-y, c'est des spectres dans lesquels on est tous plongés et on en revient à cette idée que violence et compétition, c'est des trucs. C'est intéressant de disserter sur pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont mis en avant, pourquoi ils sont trop mis en avant et tout, je suis d'accord, mais moi je suis désolé, on va pas refaire le match en mode et si ces conditions sociales n'étaient pas là, on vit dedans, les gens. C'est la compétition qui incite à la violence. Comment ? C'est la compétition qui incite à la violence. C'est la compétition qui incite même à tricher. Mais non, on peut faire de la violence sans compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de triche. Non mais attends, alors oui, mais là tu prends la triche, mais il n'y a pas besoin de compétition pour faire de la violence, en fait, les gens. Je pense qu'en fait on met pas la même chose derrière le mot compétition, et Bozimo avait apporté une précision qui me paraît vraiment parfaite pour ça. Je pense que nous, quand on parle de compétition, on parle de concurrence, là où toi tu parles de compétition au sens comme je disais tout à l'heure, de sparring, de sparring, tu vois, enfin, nous on n'arrive pas à ne pas mettre la concurrence dans la compétition, en fait, tu vois. Pour nous, la concurrence, c'est partie intégrante de la compétition. De mettre le jeu à somme nulle, et en fait, là où ce truc de l'acte compétitif n'est pas forcément dans la poursuite d'obtenir la somme, tu vois, d'obtenir comment dire, d'être au sommet de ce jeu à somme nulle, tu vois, c'est que tu vas dans une compétition, quelle qu'elle soit, en espérant gagner, et en mettant toute ton énergie à gagner, mais avec l'humilité que tu as beaucoup de chances de ne pas gagner. Ah, attends, parce que là, Bozimo a dit un truc, je suis pas du tout d'accord. Les flics tueurs ne sont pas en compétition. Enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas besoin de compétition pour être violents, mais bien sûr que c'est. Au contraire, c'est la concurrence plutôt que compétition.
je reprends ton terme, Mosimo, les fliqueurs ne sont pas en concurrence, enfin je veux dire, ils n'ont pas besoin de concurrence pour être violents, bien sûr que si, c'est justement la concurrence de la masculinité qui leur fait être violents. Oui, ou racial, oui, ça, c'est aussi quand même un truc, effectivement, qui... Alors, mais, pour moi, ça échoue à tout expliquer, parce que ce truc-là, ce sentiment de compétition, de la masculinité, ou de pacte racial et tout, pourrait exister et ne pas donner autant de violence si c'était pas allié à un truc, tu vois, genre, les flics, le fait qu'un flic soit raciste chez lui, dans son intime, dans sa tête... Pour moi, n'est même pas la question importante. La question importante, c'est qu'est-ce qu'on fait du flic qui commet une violence raciste ? Bah si il reste impuni, c'est qu'on autorise. Et du coup, on lui donne le pouvoir, par l'autorisation, de commettre ces violences. Et là, limite, votre prisme du pouvoir de tout à l'heure est quand même plus pertinent. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que des fois, il n'y a pas plus enfin, comment dire, pas plus d'explications. Mais le pouvoir, c'est de la concurrence. Le pouvoir, c'est la concurrence. Tu me fatigues, tu me fatigues. Mais non, mais c'est vrai. Le pouvoir, c'est la concurrence. Le pouvoir, c'est une inégalité de pouvoir. S'il y a tout le monde a le même pouvoir, il n'y a plus de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, on parle bien entendu d'une inégalité. Du coup, il faut la maintenir. Il faut que soit par des justifications, soit par des actes. Mais il faut que tu la maintiennes. Donc, c'est une concurrence. Tu es en concurrence avec ceux qui n'ont pas ce pouvoir et tu imagines qu'ils veulent te le prendre pour en profiter eux et l'imposer à toi. Et donc, tu es en concurrence avec tout le monde, en fait. Avec ceux qui en ont plus, avec ceux qui en ont moins, et avec ceux qui en ont autant, tu vois. Enfin, c'est... Le pouvoir, c'est la concurrence. Je sais pas, j'ai l'impression que vraiment... Vraiment, frère, j'ai l'impression que tu résumes tout. Enfin, tu ramènes tout à ça comme un centre de gravité. Je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. On peut continuer d'en parler, hein, si tu veux. Vraiment, je suis pas convaincu, frère. Dis-moi ce qui te... Bah, le problème, c'est que tu te sers de la concurrence comme une explication un peu... je sais pas si c'est le bon terme, mais... tautologique, là, ou épistémologique. Je sais pas lequel est le bon mot, tu vois. Le pouvoir, à la limite... Enfin, si tu veux dire que je ramène tout le pouvoir, oui. Parce qu'en fait, tout... n'est que question de pouvoir. Dans une société Est-ce que c'est une idéale, pièce à spectre? Dans une société idéale imaginaire qui ne peut jamais parfaitement advenir, mais dans un idéal vers lequel on essaye de tendre, là où tout le monde a un pouvoir égal, tu n'as plus de mécanique de besoin de justifier, de conserver une inégalité de pouvoir. Et c'est là pour moi aussi où est la vraie liberté. C'est quand tu es dans une situation où tu n'as plus besoin de justifier et de conserver un pouvoir sur les autres. Mais la liberté, c'est le pouvoir d'agir. T'as pensé à ça ou pas? Non, c'est pas ça. La liberté, c'est l'absence de pouvoir. Bah non, mais si t'as pas le pouvoir de faire des actions, t'es pas libre. On n'entend pas, tu n'utilises pas le mot pouvoir de la même façon que moi, là, dans ce cas précis. Attendez, je vais chercher la définition du mot pouvoir. Non, mais une définition, il y en a toujours plusieurs. Je vais chercher les définitions toutes. Toi, là, ce que tu dis quand tu parles de pouvoir d'action, tu parles de capacité d'action. Ok. Attends, le Google Dico donne 6 définitions de pouvoir. Tu vas me dire laquelle... Je vais te dire laquelle c'est la mienne et tu vas me dire laquelle c'est la tienne. Pouvoir. Avoir la possibilité de faire quelque chose. Ça, c'est capacité d'action. Avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Ah, pour moi, je vais ranger le 2 dans le 1. Allez, nick. Pouvoir... non, c'est pouvoir se reproduire. Enfin, quelque chose qui... Une possibilité. Sinon, on l'exclut. Exprimer un souhait. Puis-je. Être capable, en mesure de faire quelque chose. Être dans un état d'extrême fatigue, non pouvoir... Non mais c'est de la merde, pardon, le Google Dico c'est de la merde. Voilà, en tout cas, il n'y a aucune de tes définitions de pouvoir qui est dans les définitions de Google Dico de pouvoir, donc j'ai raison. Voilà. J'aime. Point. Magnifique, le point Dico a été enclenché.
Pardon, attendez, tu disais des trucs intéressants avant que je shitpost. Oui, non, attends, mais... pouvoir, capacité d'action ou pouvoir, c'est quoi toi tu dis? Toi tu parles de pouvoir en tant que capacité d'action. Ouais. Moi je parle de pouvoir en tant que de différence de capacité d'action. Pour moi le pouvoir tel qu'on utilise le terme couramment, notamment dans les milieux militants mais pas que, c'est la différence de capacité d'action. Mais à ce niveau-là tu parles pas de pouvoir, tu parles de domination, frère. Mais le pouvoir, c'est la domination. Ah non, s'il y a deux mots différents, c'est pas pour dire le même mot. Là, je te suis pas, là. Je suis d'accord avec Rinx, pour le coup. Se faire dominer, c'est donner le pouvoir à quelqu'un. De se faire dominer. Mais donner... Bah oui, en fait... Enfin non, comment dire donc c'est dominer, c'est pas donner le pouvoir. C'est pas toi qui donne volontairement le pouvoir. Ouais, Plus précisément... La domination donne des pouvoirs sur les autres. La domination, c'est l'utilisation de la différence de pouvoir. Mais alors c'est ça le problème. Non mais c'est exactement ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis que que la liberté, c'est l'absence de pouvoir. La liberté... Mais non, mais parce que t'as une définition niquée de pouvoir aussi, genre. Mais non, quand tu parles de pouvoir, en fait, c'est... Attends, est-ce qu'on est d'accord que si tout le monde a la même capacité de décision, il n'y a pas de pouvoir? Pas d'accord. Bah non, au contraire, il y a un pouvoir collectif. Je suis pas d'accord parce qu'à partir du moment où tu prends une décision de façon collégiale, tout le monde a la même capacité à prendre sa décision, donc à faire usage de son pouvoir. Oui, et même, du coup, l'action, elle devient collective, en fait. C'est ça, ça veut dire qu'on mutualise le pouvoir politique, et au final, on collectivise le pouvoir d'action en prenant des décisions ensemble, tu vois. Bien sûr qu'il y a des pouvoirs, il est juste... Mais de nouveau, vous parlez de pouvoir d'action, et ça, je suis d'accord avec vous. En fait... comment dire? Je remets le mouton. Ouais. Non, mais attends. Mais du coup, je pense que Kojit utilise pouvoir dans le même sens que toi. Dans le chat, il dit l'absence de pouvoir ne se décrète pas. Même dans une société anarchiste, il y aura toujours des enjeux de pouvoir. Je pense que vous parlez un peu du même genre de pouvoir. Mais parce que aussi, mais je comprends que vous l'utilisez dans un certain prisme politique, ce truc de voilà, qui a les moyens de la domination en fait. C'est un peu comme ça que vous voyez les pouvoirs, quoi. Oui, mais du coup. Par rapport à ce que dit le Kojit, c'est les enjeux de pouvoir, tu peux pour moi les remplacer par des questions, par un apprentissage de et attention, j'ai utilisé un gros mot, de la hiérarchisation des besoins. Pour moi, c'est l'exemple que je prends régulièrement, c'est j'ai un besoin en tant qu'autiste de pas avoir trop de bruit. Il y a une personne aveugle qui a un besoin de pouvoir traverser la rue. Je peux apprendre que mon besoin de pas avoir de bruit est inférieur au besoin de pouvoir traverser la rue sans se faire écraser. Ouais. Et moi j'aurais le pouvoir de gueuler dans mon micro et te mettre mal à l'aise. Mais comme je t'apprécie, je ne vais pas entrer dans une situation de domination. Comme tu m'apprécies, ou alors, tout simplement, si tu as appris que les relations d'interdépendance et que pour pouvoir être... que ton bien-être passe par celui des autres, et inversement, en fait, c'est même pas une question de m'apprécier ou pas, c'est une question que si tu veux pouvoir vivre avec moi, si tu veux... qu'on fasse collectif et qu'on puisse s'entraider, que notre interdépendance soit bénéfique aux deux, il faut que tu apprennes la hiérarchisation de tes besoins par rapport aux miens. Et inversement. Ah, la taille du cerveau de Black Lemmy, là. Il fait la taille de Saturne. On peut résumer ça par... La liberté des uns se termine là où commence celle des autres. Non,
surtout je suis pas d'accord non plus du coup. Surtout pas. Oh mais on est vraiment un sup. Ah mais je comprends pourquoi les gens ils veulent pas l'être de gauche, c'est compliqué. Oh, c'est surtout pas. Voilà. Ce n'est pas la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ma liberté est égale à ta liberté. La liberté de tout le monde est interdépendante. Notre liberté, camarade. La liberté Non, mais ne vraiment. se crée qu'à partir du moment où on a une absence de pouvoir, donc une égalité, et à partir de là, tu peux créer ta liberté. Bon. C'est ça. Alors, toujours est-il que pour revenir sur notre débat principal, moi je pense que vous avez une définition de pouvoir qui est intellectuellement un problème dans cet argumentaire, parce que ouais, j'ai dit Black Lemmy un problème, vous allez faire quoi? Parce que justement en fait, merci. Le pouvoir c'est trop là, enfin comment dire, c'est trop large et comment dire, moi si je choisis politiquement lorsque je parle lorsque je m'intéresse aux enjeux politiques, de parler des questions de domination et pas de pouvoir, c'est parce que le pouvoir, c'est creux, vaste et flou et plein de choses différentes. Donc tu abandonnes la notion de pouvoir parce qu'elle est trop compliquée alors qu'on peut essayer de je l'abandonne pas, mais pour moi c'est pas ce dont vous parlez, les frères. Alors, si, en fait, ce que t'appelles domination, c'est l'exercice du pouvoir. Tu me l'as déjà dit, je suis toujours pas d'accord. Mais dis-moi quoi? Mais non, justement, c'est que la domination, c'est l'exercice... c'est l'exercice d'un pouvoir au détriment du pouvoir d'action des autres. Mais du pouvoir de justement, vie, c'est exactement ce que je te dis avec la hiérarchisation des besoins. Si tu fais passer ton besoin, qui est pourtant factuellement... Genre, par exemple, ton besoin de... ton envie, tu vois, enfin, de toute façon, je fais pas trop la différence entre besoin et envie, mais si tu fais passer ton besoin d'avoir, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple con, en gros, on a 2 pommes, si tu fais passer ton besoin de manger les 2 pommes devant mon besoin d'en avoir une pour manger, tu exerces une domination parce que tu utilises ton pouvoir politique et d'action supérieur au mien, dans cet exemple-là par exemple, pour t'accaparer les 2 pommes et les manger. Je te laisse les pommes, frère. J'ai pas tout compris, mais je te laisse les pommes. Je l'ai pas compris. Alors si, mais si, en fait, genre je vois ce que tu veux dire aussi, mais en fait, putain, alors je crois qu'on emmène le débat philo-sémantique là un peu loin, et qu'on tombera pas d'accord, frère. Genre vraiment. Mais enfin pour moi, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Hein. Genre c'est bien. Pour moi, on est d'accord, on n'utilise pas juste pas les mêmes mots. Non, parce que c'est pas en fait les conséquences de pas utiliser les mêmes mots font qu'on réfléchit pas le même truc pareil. Tu vois, et se dire que en fait, moi-même le fait que la domination est là, que j'avais caractérisé des questions comme des questions de domination, ça veut même pas dire que je réfute la domination et son droit à être là en fait. Je pense que de toute manière on est piégé dans des relations d'interdomination. Mettons que même si Apocalypse, il y a plus que moi et Black Lemmy sur Terre. Et on est dans une forêt, et avec l'alliance de nos mains agiles et de nos énormes cerveaux, on va construire, parce qu'on a faim, un collet pour attraper un lapin et le manger. Bah, on va mettre notre pouvoir au service l'un de l'autre et de notre pouvoir de vivre et de continuer à exister, et en même temps,
on cherche à prendre le pouvoir sur une autre créature qui, elle, aurait bien continué de gambader dans les forêts, quoi. Et on est dans un truc de domination sur le lapin et donc sur une partie de l'environnement naturel qu'on parcourt, mais en même temps, si on fait pas ça, on va mourir, et en même temps, du coup, on est sujet à domination de la nature, du froid, des loups, des trucs comme ça. En fait, genre, à un moment, c'est juste là, quoi. C'est des outils pour penser le monde, tu vois. Moi, je pense que dans cette situation-là, vous mourrez forcément parce que vous aurez utilisé vos 2 gros cerveaux pour faire un collet, mais vous n'aurez pas utilisé vos 2 gros cerveaux pour réaliser qu'il n'y a plus autre forme de vie que vous deux, et donc il n'y a pas à attraper. C'est ça. Non mais... Il a triché pour m'énoncer. Il n'y a plus que moi et Black Lemmy comme humains sur Terre, voilà. Non mais même, par rapport à ton énoncé, on peut aussi mettre nos cerveaux et nos moyens en commun pour aller faire de la cueillette. Oui. Et je démonte ton argument de on a besoin de faire une domination sur un animal, tu vois. Bah du coup, vous dominez la nature. Vous dominez la nature et du coup, on en revient au rapport de la civilisation sur la nature. La cueillette, c'est pas de la... Justement, j'ai bien pris la cueillette et pas l'agriculture comme exemple. Parce que la cueillette, ce n'est pas de la domination de la nature, justement. Je sais, je te troll. Je sais. Pour aller jusqu'au bout de cet exemple de con, oui, techniquement, les fruits, ils ont aussi besoin d'être mangés, après, pour disséminer les graines et tout à travers nos excréments. Voilà. Sauf que, à cause des produits phytosanitaires, des perturbateurs endocriniens et tout ça, nos déjections, elles sont polluantes. Du coup, on va rien faire du tout. Si tu manges une pêche, la dispersion, elle se fait par le fait de jeter le noyau. J'espère que tu bouffes pas les noyaux de pêche. Enfin, j'espère pour ton anu que tu bouffes pas les noyaux de pêche. Un défi n'est jamais trop grand, les amis. Comme dit Proverbe, qui mange une coco, c'est ça, on a la rêve. Ouais, je sais pas. Moi, ma conclusion, ce serait la domination. C'est pas cool, mais c'est là. Et comme c'est là avec nous, faut aussi apprendre à construire son rapport intime et collectif face à ces choses-là, et lutter contre les dominations inacceptables et exercer les dominations qui sont rigolos, comme celles qui sont consenties avec des cravaches. Voilà. Mais... Pas l'inverse, hein. Ce que je disais tout à l'heure, que la servitude est volontaire, de toute façon, c'est jamais... la personne qui donne le coup qui n'est pas autorisée. J'ai pas compris. Si tu prends la servitude intrinsèque au salariat, par exemple. Il est trop tard. Si tu prends la servitude intrinsèque au salariat, c'est-à-dire que contre moyen de subsistance, tu offres ta servitude à quelqu'un. Ouais, mais si on me raquettait pas un loyer tous les mois, j'aurais pas à offrir ma servitude. Oui, mais voilà, c'est là où il y a le problème. Le problème, il n'est pas que c'est la personne qui t'emploie qui a le pouvoir. La personne qui t'emploie n'a pas de pouvoir de faire marcher son moyen de production si elle ne t'engage pas. C'est ça son problème. C'est qu'elle n'a pas de pouvoir. Donc, elle est obligée de t'asservir via une somme de rétribution pour te faire survivre, pour faire mouvoir son moyen de production. Pour le dire autrement, je dirais qu'elle est obligée de te convaincre que ses besoins sont supérieurs aux tiens. Et justement, par rapport à ce que tu disais, Trunks, de la domination, elle existe et il faut gérer avec. La façon la plus saine, selon moi, de gérer avec la domination, c'est d'apprendre à hiérarchiser les besoins en fonction d'une vision collective d'interdépendance, où tu sais que tout le monde a des besoins, et donc il faut que tu positionnes tes besoins par rapport à ceux des autres, pour ni te faire marcher dessus, ni marcher sur les autres. Mais du coup, je pourrais plus aller dans un tournoi de Smash Bros? Bah bien sûr que si. Ah, ça va alors. Bien sûr que si, puisque un tournoi de Smash Bros, tout le monde aura accepté de se faire taper dessus. De jouer à Smash Bros et que quand tu perds une partie,
tu ne continues pas la compétition et à la fin il y en a un qui a gagné le dernier match et c'est lui qui a gagné la compétition. Et donc c'est cool ou pas? Mais c'est cool si tu ne mets pas derrière, attention, c'est cool si tu ne mets pas derrière une idée que la personne qui a gagné vaut mieux parce que tu prends en compte le hasard. Putain, j'étais sur le point de lui faire dire la compétition. Je suis désolé, cool, mais. J'étais vraiment sur le point. J'avais de désolé, mais la compétition dans Smash Bros, il y a quand même des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'entraînement. Voilà, c'est pas, on peut pas résumer ça au hasard, oui, en plus. Mais c'est pas ça. Mais... Attends, vous comprenez pas. Alors après, il y a des niveaux de jeu. Quand tu prends des grands maîtres de Smash Melee et tout, des fois ça peut se jouer à qui a respiré à la mauvaise demi-seconde. C'est vrai, mais c'est ça que j'appelle le hasard. Voilà, bien sûr, mais c'est pour aller dans ton sens que je dis ça. Mais c'est pas du hasard, c'est de la stratégie. Alors, oui, et en même temps, il y a un blend un peu de ça. Tu vois. C'est pas du hasard, c'est de la stratégie parce que c'est tout un tas de micro-décisions pris en quelques dixièmes de seconde. Je vais te prendre un exemple plus clair pour que ce soit. Non, mais c'est pas plus parlant. Ta compétition, elle a lieu un jour. Je crois ce que tu voulais dire depuis le temps. La compétition, elle a lieu un jour précis. Si moi, je me sens mal ce jour-là, c'est du hasard qui va faire que je vais moins bien performer dans la compétition. C'est ça que j'entends par le hasard. Sauf que les personnes qui s'entraînent et qui participent à ce genre de tournoi, ils font en sorte de ne pas se sentir mal le jour du tournoi en question. Parce que ils vont chercher à bien dormir. La chiasse. Ils vont chercher à bien dormir. Non mais la chiasse, tu vas agir pour ça. Genre tu vas manger des féculents, tu vas pas aller manger les sushis de la station essence la veille de ton tournoi. Tu vas faire en sorte. Après, l'hygiène de vie des joueurs de Smash. Oui, non mais. Mais attends. C'est bon, hein, ils peuvent avoir une hygiène de vie et pas prendre de douche. Je vais te prendre un autre exemple. Clairement. J'ai compris. Genre... Moi, ce que je suis en train de... On a compris. Non, mais par rapport à au fait que tu rechignes sur ce que j'ai dit sur la chasse et tout, tu vas faire en sorte que tu prends les compétiteurs d'une compétition et la veille, tu les mets tous dans une salle avec un virus pas grave, genre de la grippe ou un rhume ou quelque chose. C'est pas du hasard. Hein. Non mais attends. Il y a le hasard de comment ils vont réagir au virus, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, tous tes compétiteurs, ils sont dans un état, soi-disant, qui abolit le hasard ils ont tous été exposés au virus, sauf qu'ils vont pas tous réagir de la même façon. Alors, je suis désolé, mais ça représente quand même pas 100% du hasard. Oui. Les personnes, elles vont peut-être, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas égales face au virus, mais ça les empêchera pas de pouvoir compenser par leur centaine d'heures d'entraînement, la connaissance du jeu. Mais on est d'accord. Donc voilà. La et surtout, globalement, c'est résumé par on n'est pas tous les mêmes. Oui, il y a un truc qu'il faut admettre, c'est que la compétition, c'est fondamentalement inégalitaire aussi. Oui. Les gens. Eh ben, oui. Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on passe 2 heures à parler de ça? Oui, ok. Mais parce que comment dire, le problème de la compétition, c'est quand il y a une notion de concurrence, quand il y a par exemple un gain à obtenir, qu'il soit matériel. Non mais dans un tournoi, il y a toujours une notion si c'est juste ta fierté, c'est ok. Ou mais il déjà y a pas si c'est la fierté. Il y a pas forcément même besoin d'avoir une question de fierté. Mais il y a même pas forcément besoin de question de fierté. Ah si tu gagnes un tournoi de Smash, t'es un peu fier. T'as vu le niveau des dinosaures en face là? Mais t'es pas obligé d'être fier en fait. Genre tu peux aussi te dire à titre personnel, j'ai bien géré, il y a pas de souci, mais en même temps, je sais aussi qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de ma volonté qui ont fait que j'ai gagné. Mais tu peux avoir une conscience globale quand Gluttony sort son Wario, si tu trembles pas des genoux, tu peux être un peu fier de toi quand même. Désolé, mais non, je ne suis pas là-dessus. Hein. Bah, en fait, bien sûr que j'en veux être fier. Pourtant, en fait, c'est ça, c'est que... Je te suis pas là-dessus, et pourtant je suis quelqu'un qui a la compétition dans l'âme. Moi j'adore la compétition, mais j'aime bien la compétition saine, tu vois. Je veux dire, j'ai longtemps joué à Magic, et je me suis lancé dans les tournois très tôt, parce que j'avais envie de pouvoir déjà mesurer mon niveau par rapport aux autres gens, voilà. Mais aussi, il y a un plaisir dans ce jeu-là, il y a aussi le plaisir intellectuel
Bah ouais, d'avoir dominé quelqu'un aussi, d'avoir réussi, d'avoir réussi à mettre en place la stratégie. Et effectivement, tu peux prendre du plaisir à te dire ah bah ouais, j'ai quand même bien compris comment tourner mon deck, mais malgré tout, oui, il y a forcément une part de RNG parce que tu vas mélanger ton deck. Mais à côté de ça, si tu étudies la méta, tu vas savoir quels sont les decks contre lesquels tu es fort, tu vas pouvoir connaître les decks contre lesquels tu es faible, tu vas avoir prévu un side pour pouvoir contrer les différents problèmes et les différents points faibles de ton deck. Donc oui, ok, si tu pioches pas la carte, tu pourras pas la gérer, mais si tu la pioches, il y a les moments où tu vas pouvoir les jouer. Oui, si tu la pioches. Mais quand tu regardes les compétitions de très haut niveau des joueurs de Magic ou de Smash Bros, le hasard, il est là, mais ils font aussi en sorte de le diminuer autant que possible. Et c'est le thrill, c'est l'excitation. Je te dis pas, en fait, justement, je vous dis pas qu'il faut pas être fier de ça, c'est pas la question. Je vous dis que il y a la possibilité d'être fier et de se dire, je suis le meilleur, j'ai tout déchiré, point. Et il y a la possibilité d'être fier et de se dire, j'ai une part de fierté dans ce que j'ai accompli et je reconnais aussi une part de hasard indéniable qui m'a permis d'arriver à la victoire. Oui, mais ça en vrai, souvent, bah, comment dire, quelle que soit la compétition que tu prends en exemple, les meilleurs ont souvent ces réflexions-là. Moi, personnellement, je trouve, en tout cas, des sportifs et sportives que j'ai rencontrés, des gens qui tryhardent au Smash ou Magic et tout. Il y a aussi ce truc-là de, oui, je suis fier du point auquel j'ai élevé ma compétence, et en même temps, bah, ma victoire n'est jamais assurée. Parce que, sinon, si elle était assurée, je ferais pas de compétition, ça aurait pas parce que l'excitation de la victoire vient de la possibilité de la défaite. Bien évidemment, mais je trouverais ça quand même assez rabaissant pour tout le travail qui a été quand même effectué, de juste dire c'est la chance. oui, bon bah voilà, j'ai eu de la chance. Oui, tu as pu avoir un peu de chance, ou en tout cas un peu plus de chance que ton adversaire. Mais c'est la vie. Et puis en fait, il y a ce truc aussi de, juste pour répondre à Noirbois sur le truc de c'est rabaissant. En vérité, moi je pense que alors oui, ça pourrait être rabaissant si tu vas cracher ça à la gueule d'un compétiteur, mais en général, je pense que les compétiteurs RIS qui ont une pratique qu'ils emmènent, qui veulent emmener au plus haut pour faire de la compétition, et quelle que soit cette pratique, ils buildent aussi une confiance du fait du chemin, et qu'en fait, ce qui est plaisant dans la compétition, c'est aussi, t'en parlais tout à l'heure, Lémi, l'entraînement, le chemin que tu parcours à travers ta pratique. Et la chance existe. Oui, des fois il y a des manques d'humilité. Oui, des fois il y a des questions, voilà, d'ego, qui sont assez mal placées et tout. Mais la compétition reste beau pour ce qu'elle nous fait traverser intimement et collectivement. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, ce que j'aime bien dans la compétition, c'est pas d'écraser mon adversaire, c'est de constater que j'ai progressé. C'est pour ça que j'adore jouer à des roguelites. Genre Hades, je surkiffe parce que je me dis, ah tiens, cette fois, j'ai presque réussi à battre ce putain de boss. Et moi, je me le dis dans ma tête, je suis mon propre adversaire dans la compétition et dans mon rapport à la compétition. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un éternel second. Hein. Juste comme ça. C'est à chaque fois que je suis sur le point de décrocher la victoire, je finis second parce que je fais une erreur de jeu à la con et je perds mon match. Mais en tant que aussi éternel second, je te rejoins là-dessus. Mais c'est pas une place qui me dérange personnellement. Tu vois. Juste par rapport à tout ce que vous avez dit, je vais vraiment pouvoir résumer mon propos par rapport à ça. Par exemple, tu parles de Magic, mais ça peut être n'importe quoi. On va parler de game. Tu peux faire 1000 games. Il y en a que tu vas gagner, il y en a que tu vas perdre. Tu vas attendre une game 1000 fois. Tu peux faire 1000 games une fois, mais tu peux pas faire. Non, attends. Tu peux faire une fois 1000. Oui, ok. Tout le monde a la ref. Donc, tu peux faire 1000 games.
il y a des parties que tu vas perdre, il y a des parties que tu vas gagner, tu vas progresser, tu vas potentiellement gagner de plus en plus ou pas parce que les gens à côté aussi ils progressent, etc., machin, etc. Tout ça, c'est hyper passionnant et kiffant, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu vas kiffer plus quand c'est un tournoi ou une compétition, comme vous aimez le dire, etc., c'est le hasard. Non. C'est le hasard du moment. Parce qu'en absolument pas. Mais attends, laisse-moi finir le propos. Parce que tu pourrais te satisfaire. Tu t'es satisfait de toutes tes victoires précédentes. Qu'est-ce qui va faire que tu as plus de satisfaction en compétition? C'est que c'est un moment T. C'est que ce moment T, on a décrété socialement qu'il valait plus que les autres. Oui. Et c'est ça que je remets en question dans la compétition. Mais du coup, c'est pas du hasard. Mais si. Non, c'est pas du hasard. C'est le hasard de la sélection du moment. Bah non. Ouais, mais c'est clairement pas du hasard. Tu peux pas résumer ça qu'au hasard parce que effectivement, il y a ce truc de t'arrives chargé à bloc dans une compète et tu sais que les autres gens arrivent chargés à bloc eux aussi. Et ça, c'est excitant de zinzin. Moi, quand j'ai fait la compétition, je suis d'accord, mais donc ça renforce mon... Non, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard, je suis désolé. Décider que ça va se dérouler le 12 septembre ou le 4 février, c'est pas du hasard. Enfin, c'est de l'organisation. Le hasard, c'est littéralement, tu prends un dé, tu le jettes, et ça peut te donner un chiffre entre 1 et 6. Tu ranges l'arbitraire dans le hasard, Lémi, ou pas? Non mais on n'utilise peut-être pas le même terme pour la même définition pour hasard non plus là, mais moi ce que je vous parle c'est de comment dire en fait ce dont je vous parle c'est de déterminisme, c'est-à-dire que ce qui va quelle que soit l'organisation qui fait qu'il y a une date qui est choisie, ce qui fait que tu préfères ta victoire de ce moment-là, c'est qu'on a décidé socialement que ce moment-là valait plus que tous les autres moments où tu as gagné. Non, tu comprends ce que je veux dire? Alors, attends. Je comprends, mais je suis toujours pas d'accord. Donne-moi un contre-argument, en fait. Je pense que c'est une partie du truc. Je pense que Lémi touche quand même un truc un petit peu vrai. Je suis toujours pas d'accord avec ça parce que pour une simple et bonne raison, c'est que même si tu prends du plaisir à jouer en dehors dans tes phases d'entraînement, dans le tournoi, entre amis, ce sont des plaisirs complètement différents. Et je suis désolé, mais la valeur de ces moments-là, elle n'est pas déterminée par cette notion de déterminisme dont tu parles. Parce que je suis désolé, je vais prendre autant de plaisir à faire une partie de Kitchen Table avec mes amis que d'aller à un tournoi, mais ce sera pas le même plaisir. Et ce sera pas justement parce que ce moment-là vaut plus. Parce que ce serait déterminé que tout le monde a le même rapport à ce jour-là, alors que personne n'a le même rapport à la compétition ou à la domination. En fait, ça, moi j'ai envie de résumer sur un truc plus con, mais même d'aller dans le sens un peu de Lémi, oui, mettons qu'on décide arbitrairement que ce moment-là, cette instance de jeu, de sport, d'adversité, vaut plus que le reste. Et une valeur abstraite, hein, une valeur honorifique ou quoi et tout. Et bah, en fait, ça marche quand même. Genre, oui, il y a un plaisir qui est tiré de ça, parce que le fait d'y ajouter une valeur arbitraire à cette instance-là va faire que les gens vont venir dans leur A-game, vont venir dans leur meilleure forme, au sommet de leur art et tout. Et du coup, l'adversité que tu rencontreras, elle sera d'autant plus valorisante, excitante, du fait que elle est préparée, anticipée, attendu. Il y a quelque chose qui est, j'ai pas le mot pour le définir, c'est un peu fou, en fait, ce thrill de la compétition. Je dois être monté à l'envers. Non, mais pareil. Non, mais en fait, moi, en compétition, alors que je peux écraser des trucs complètement en entraînement, quoi. Alors, en vrai, moi, j'ai longtemps eu le même avis que vous, et jusqu'à ce que je fasse une compète d'un truc qui m'importe vraiment. Genre, même si je faisais une compète d'arts martiaux, j'aime beaucoup les arts martiaux, j'aime beaucoup les sports de combat, je m'attendrais pas à gagner. Genre, j'aurais pas le kimé, la conviction
jusqu'au bout que je vais être au sommet. Et pourtant, je ferai mon max pour y arriver, mais j'aurai difficilement la conviction d'y arriver. Maintenant, quand j'ai fait la Coupe de France de slam et que je me suis retrouvé dans ce shonen où il y avait que des poètes et poétesses ultra zarbi qui arrivaient chacun avec leur univers de texte et que je voyais les perfs de chacun et chacune et que je savais qu'il y avait du hasard et de l'arbitraire dans les juges. Je savais que ça allait pas être tout, mais j'étais fasciné. Et j'étais excité de fou de faire partie de ça. Mais après, et ça, c'est social. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que c'est bien ou mal ou quoi que ce soit. Je dis juste que ça, c'est social. Ouais, c'est social. C'est le cas de et qu'on peut décider socialement de faire autrement, ou pas. Oui, complètement. Et en même temps, moi, si on prend la décision, bah, je voterai quand même pour que, de temps en temps, on fasse des tournois de machin, des tournois de belote et tout, c'est rigolo, quoi. Ah, t'as pris le pire exemple encore, la belote, y a rien de plus mécanique. Y a aucune, une fois que tu connais le jeu, je parle de deux personnes qui connaissent le jeu de la même façon, c'est uniquement le hasard qui va déterminer qui va gagner. C'est rigolo, frère! C'est rigolo! Mais non, mais comment ça c'est enfin, moi je trouve rien de rigolo justement. La belote c'est un jeu qui me fait chier de ouf parce que justement une fois que les cartes sont distribuées, à moins que quelqu'un fasse une erreur, et ça peut être rigolo, mais si personne ne fait d'erreur, la partie elle est on sait si t'avais les cartes de tout le monde, tu sais à l'avance qui a gagné. Et c'est inintéressant au possible en fait. C'est le hasard qui rend le truc intéressant aussi. Oui, mais en même temps, dans ce truc où il est impossible de jouer absolument parfaitement. C'est l'erreur, c'est pas le hasard. Où il y a cette coordination silencieuse avec ton partenaire ou ta partenaire, parce que ça se joue en équipe, la belote et tout. Oui. Et bah, du coup, t'as ce truc un peu, bah oui, t'as un incertain qui se crée, un doute, et il suffit de pas grand chose, en fait. Oui, il suffit d'erreur. Justement, je me suis planté, j'ai dit c'est le hasard qui rend ça intéressant, c'est le contraire, ce que je voulais dire. C'est ce qui le rend intéressant, c'est pas le hasard, c'est l'erreur, c'est justement, la partie non-hasard qui rend le truc intéressant. Si tu prends un jeu, où, tout est déterminé à partir de la distribution des cartes, donc du hasard, ce qui rend intéressant, c'est l'erreur, c'est l'humain, c'est, donc le hasard, c'est ce qui n'est pas intéressant, en fait. Mozino parlait dans le chat du coup de boule de Zidane sur Materazzi à la Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde. Et il dit, justement, perso, je trouve que c'était un très beau moment de sport, un geste qui voulait dire, c'est plus du jeu. En fait, ce truc de... ce qui me semble, c'est l'histoire, c'est qu'il y a eu une prise de tête, en fait, c'est qu'il y a un truc de... Dans ces affects de domination qui ont été mobilisés à ce moment-là, il y a une erreur, il y a une sortie de jeu qui a été faite, je sais pas, qui a commencé à insulter l'autre ou quoi, mais il y a eu un dépassement. Et en fait, c'est un truc qui fait partie du sport aussi, le dépassement du sport. Genre, l'angoisse des joueurs d'une équipe coréenne de League of Legends, elle est triste. En fait, quand tu l'analyses, l'industrie du e-sport, c'est Bresson et tout aussi, tu vois. Mais ça fait aussi partie de ce continuum très étrange et hyper riche humainement qui est la compétition. C'est hyper sombre en fait. Pour moi, la compétition, ça mobilise essentiellement les parts les plus sombres des gens. Oui. Je suis pas d'accord, encore une fois. Ah non. Ouais, en fait, je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est le genre de truc, c'est con, hein, mais je vais sortir le pire argument du monde, en plus, j'en suis full consciente. Mais en fait, si vous l'avez pas connu, on peut pas vous l'expliquer. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. En plus, je me sens trop conne, en fait, de sortir un argument comme ça à cette heure-ci, tu sais, genre... je vais te sortir l'argument inverse. Je vais te sortir l'argument inverse, hein. Moi, je trouve ça triste que vous voyez les choses de cette façon. Ah bah après... Je trouve ça beaucoup plus intéressant de me réjouir de la victoire de quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois, de quelqu'un que t'as coaché, que de ta propre victoire. Genre... Mais c'est parce que t'es un people pleaser, ça. Non, rien à voir. Ah non, mais absolument pas. Mais en fait, comment dire, encore une fois, je vois pas le rapport, en fait. Attends, vas-y, laisse-moi aller au bout de sa phrase. Oui, je veux entendre. Vas-y.
En gros, ce qui est... c'est là où je dis ton bien-être dépend de celui des autres et inversement. C'est que les parties les plus fun, je pense notamment en termes de jeux de société, là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est le truc que je pratique, que j'ai le plus l'occasion de pratiquer, ou de jeux vidéo et tout. Les moments les plus fun, c'est quand tout le monde met son ego de côté et n'est pas intéressé par le fait d'écraser l'autre, mais uniquement par le fait de bien jouer, et que tu vas avoir une personne qui va faire une erreur incroyable que tout le monde remarque, et qui va du coup faire rire tout le monde, y compris la personne qui a fait l'erreur, en mode waouh, comment ça, ou tu vois, pour prendre un exemple un peu parlant en jeu de baston, le match, j'ai plus le nom des joueurs, mais le match de Street Fighter où t'as un mec qui fait 15 paris d'affilée alors qu'il est au bord de la mort et qui ensuite renverse et vide toute la barre d'énergie de l'adversaire. Ces moments-là, ils sont fun justement parce que ça va au-delà de l'ego. Moi, ce que je trouve kiffant et fun, c'est quand les égos sont mis de côté. En même temps, je suis pas d'accord. On a besoin de mobiliser les égos pour arriver à ce point de jeu. Non. Enfin. S'il y a pas un peu d'ego, t'obtiens pas des gens qui passent leur vie à s'entraîner comme ça. Bon bah alors Valo, Eva et Overwatch de faire exception. Mais non, mais enfin, oui, non, enfin, comment dire. C'est justement, j'ai envie de te dire, c'est quand tu mets ton ego de côté que tu progresses, en fait. Il y a rien de pire dans... voilà, tu parles de jeux vidéo, Abok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a rien de pire que l'ego pour pas progresser en jeux vidéo. On le voit tout le temps dans les jeux coopératifs où t'as des mecs qui vont constamment reprocher que c'est la faute de leurs teammates s'ils ont pas gagné, etc. Ces gens-là ne progressent pas. Alors oui, et puis oui, mais ça c'est pas de l'ego. Même dans les sports, alors si il y a quand même une part d'ego. Enfin, pour moi c'est aussi l'ego, genre l'ego est aussi autant le truc qui va te dire j'ai envie de devenir bon ou bonne à telle activité, telle pratique, que le truc qui va te dire mince, je suis frustré car je ne suis pas aussi bon ou bonne que j'estime que je devrais être, et du coup la frustration m'immobilise dans ma pratique. Et en fait, l'ego, autant il te meut, autant il t'immobilise, quoi, selon la dose, quoi. Et donc, du coup, quand tout le monde efface son ego, ce qui devient kiffant, c'est justement de pouvoir objectivement tous ensemble voir les beaux gestes et les erreurs de chacun et chacune. Et c'est là où je dis que c'est quand t'effaces ton ego que c'est le plus kiffant. C'est que justement, tu passes outre c'est moi qui ai fait une bonne action. Et en fait, c'est tout le monde qui en arrive à faire la bonne action ou l'erreur. Au tarot, quand tu joues à 5 et qu'il y en a un qui a le roi dans le chien, tu trouves ça drôle et en même temps tu compatis au malheur du mec qui vient d'appeler le roi dans le chien. Tu vois, enfin c'est justement parce que là on n'est plus on sait que le gars il va galérer pour gagner, et lui il va réussir à trouver du plaisir si justement il se dit putain j'ai vraiment pas eu de bol, ça va être compliqué, fait chier et tout, tu vois, qu'il en rit, etc., qu'il met son ego de côté, alors que s'il est là oh non mais c'est bon j'arrête de jouer, c'est bon j'ai le roi au chien, vas-y, la seule fois où je prends j'ai le roi au chien, c'est quoi ce jeu, enfin tu vois, en fait c'est ta capacité à sortir de la compétition qui rend la compétition fun, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. Alors, mais j'aimerais réagir. Je suis toujours pas d'accord, en fait, parce que l'effacement de l'ego va pas forcément rendre tout fun non plus, dans le sens où tu peux très bien avoir de l'ego sans pour autant être un immense connard. Alors attends, je vais préciser parce que ta remarque est très juste. Quand je parle d'effacement de l'ego, ça veut pas dire ne plus en avoir. Hein. Attention, l'effacement de l'ego, pour moi, c'est avoir un parfait plateau d'ego qui n'est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire quand tout le monde, en fait, n'est ni dans la volonté de surpasser, ni dans une forme de soumission. Tu vois, c'est quand tu es en mode neutre, en fait. Oui, mais ça peut pas pour autant exclure le fait de pouvoir être fier d'avoir fait un beau move parce que t'as compris une mécanique de jeu un peu subtile, en fait. On est tout à fait d'accord. Ce que je te dis, c'est que tu tireras encore plus de plaisir si ta fierté n'écrase pas celle des autres et que justement ça devient une fierté collective, que tout le monde peut se dire ouah, ce move était beau. Je sais pas, j'ai l'impression que tu veux presque ajouter une dimension
morale au truc. Ah non, justement, policier. C'est juste que du coup, ça s'appelle savoir être bon joueur, quoi, en fait, tout simplement. Bah oui, voilà. Oui, mais la compétition n'amène pas le bon jeu. Voilà. Je suis pas d'accord, encore une fois. Bah alors, attends. Elle amène autant le bon jeu que la triche. C'est moi dis Noir Bois. Mais même dans les jeux de société, il y a des gens qui vont tricher. Enfin. Et pourtant, même quand il n'y a pas de compétition. Moi, ça m'arrive de tricher en jeu de rôle, hein, les gens. Voilà, il n'y a pas de compétition en jeu de rôle. Hein. Justement, c'est là où la triche est marrante. Ah non, je suis pas d'accord. Pour le coup, moi, je déteste la triche. Les autres peuvent tricher, mais moi, je ne tricherai pas parce que je déteste ça. Vraiment. Non, mais tu détestes tricher, c'est pas tu détestes la triche, tu détestes tricher. Non, mais c'est pas la même chose. Toujours est-il que je suis désolé, mais tu peux avoir de l'ego. Tu peux être un bon joueur, tu peux féliciter les gens parce qu'ils ont super bien joué. Juste avoir de l'ego, ça permet aussi d'avancer en fait. De savoir reconnaître tes victoires, de savoir reconnaître tes défaites. Savoir reconnaître ses défaites, ça fait aussi partie de son ego. Et de pouvoir en tirer des leçons. On dit la même chose. Non, mais laisse-moi terminer, parce que dans les compétitions, quand tu as un peu d'ego... Je vais faire un parallèle avec le dessin. Avec le dessin, si tu n'as pas un peu d'ego, tu peux pas avancer non plus, parce que si tu te dis complètement, à chaque fois que tu fais un dessin, ah putain c'est de la merde, je vais jamais y arriver, bah tu vas pas forcément avoir cette volonté de t'infliger encore et encore et encore et encore et encore des dessins que tu vas trouver imparfaits et encore et encore et encore. Et ça va toujours t'amener une petite part de frustration qui va te pousser à te dépasser et à chercher à t'améliorer. Et c'est ça que je trouve sain dans la compétition. C'est quand tu cherches à t'améliorer toi-même. Et en même temps, si t'as trop d'ego, tu vas te trouver limité, te frustrer et tout. Même dans le dessin d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et l'ego, c'est quelque chose d'hyper important. Mais en fait, on dit la même chose, c'est juste que je te parle d'un équilibre dans l'ego. Moi, je te dis pas qu'il faut pas avoir d'ego au sens de ne pas en avoir du tout. Donc, l'état de soumission totale. Je te parle d'un équilibre dans l'ego qui n'est ni dans la domination ni dans la soumission, qui est Mais à quel moment j'ai parlé de soumission ou de domination dans la compétition, en fait? Mais non, mais tu dis... Comment dire, je te dis qu'on dit la même chose. Donc oui, dans aucun moment t'as parlé de ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pour essayer de te faire comprendre en quoi on dit la même chose. C'est quand tu dis si tu te dis pas mon dessin il est nul, tu vas pas progresser, etc. À l'inverse, si tu te dis pas mon dessin il est bien, tu vas pas progresser non plus, etc. Comment dire, la personne qui ne progressera pas, c'est la personne qui se dira mon dessin n'est pas comment dire. Ah putain, je commence à fatiguer, désolé. Mais moi aussi, je pense que vous m'avez vaincu, les frères, là. Ah non, par contre, non, je m'admettrai pas que j'ai tort. Moi, je pense que moi et Noirbois, on a raison, et que tous les autres ont tort. Voilà, c'est ma conclusion. Attends, juste, je voulais lire, vu qu'on est un peu du père, Mosimo, il a dit un joli truc là-dessus, qui, je trouve, était un propos un peu conclusif, surtout parce qu'il va dans mon sens. Qui dit, en fait, la compétition, comme la musique, un film ou un jeu vidéo décrit une narration, avec des rythmes, des tensions, des creux, ça s'inscrit dans une durée, on y traverse collectivement quelque chose, des dynamiques et des résolutions. Ah waouh. Ouais, on est d'accord. Mais il faut pas que ce soit un modèle de société, voilà, pour quand même aller dans le sens de Lémi, qui a quand même bien grave raison là-dessus. Et Lémi et Lolo, je vous accorde ce point. La compétition, c'est rigolo. Après, fonder une société entière là-dessus, bonne grosse idée de merde.